Le secret de l'État dévoilé, la mission paraît bien paradoxale. C'est pourtant l'ambition des Archives nationales qui, en 6 modules, retrace l'histoire du renseignement du XVIIe au XXe siècle dans les salons de l'hôtel de Soubise en plein Marais. Le projet qui est au cœur de cette exposition, c'est de faire comprendre aux visiteurs ce que c'est que le secret de l'État. C'est donc de mettre en relation des travaux universitaires de longue durée, une recherche de grande qualité, des documents d'un intérêt exceptionnel pour répondre à des questions que le public peut se poser. Donc le secret de l'État, c'est tout un imaginaire, parfois les préjugés, on le rend accessible, on l'explique, on le démontre. L'exposition nous invite d'abord à analyser le secret de l'État comme un secret de papier. On y trouve par exemple un document daté de l'an 11 de la République. Alors que des soulèvements éclatent en Vendée, un commissaire de police rend compte à sa hiérarchie. Ce qui est important à mon sens, et ce qui est assez exceptionnel, c'est ce que vous avez en haut. Et on est à la fois dans une incarnation symbolique de ce qu'est la République et en même temps dans une série de symboles intéressants. Vous avez là bien évidemment la rencontre de la symbolique républicaine avec le faisceau de licteurs et le bonnet phrygien qui marque la sortie de l'esclavage et la conquête de la liberté, et puis avec toute une série qui sont ceux du maçon, l'œil et les rayons du soleil, des symboles maçonniques. Au détour d'une autre alcôve, on découvre l'ordre donné au service secret de tuer un citoyen allemand soupçonné d'aider la rébellion algérienne en 1958. Accord de l'amiral Cabanier, qui représente l'état-major à Matignon, le 4 août, transmis aussitôt au lieutenant-colonel Roussilla. Le lieutenant-colonel Roussilla, à l'époque, est le patron du service action du SDECE. C'est donc ce que l'on a appelé par la suite des missions HOMO, H-O-M-O, qui montrent très bien que, dans de très rares cas, ces opérations donnent lieu à des traces écrites, ce qui est très vraisemblablement une faute majeure de sécurité, mais ça c'est un autre sujet. Une question se pose alors pour le visiteur. Comment a-t-on pu mettre au jour ces documents secrets ? Nous avons procédé de manière assez simple. Nous avons demandé les autorisations pour les documents les plus confidentiels. Et ces autorisations ont été demandées à ce qu'on appelle les services versants, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le Premier ministre, les services du Premier ministre, pour pouvoir exposer ces documents. Alors c'est une procédure de dérogation qui généralement s'applique pour des documents que les historiens vont consulter pour mener à bien leurs travaux. Là, c'était un objet un peu particulier, puisqu'il s'agissait donc de montrer ces documents en original au public, au grand public, dans le cadre d'une exposition. Et ces dérogations nous ont d'ailleurs été accordées pour la totalité des documents que nous avions demandés. Un secret de papier donc, mais aussi un secret porté par quelques individus. D'une part, sur le mur de gauche, depuis l'époque moderne, les diplomates et ceux qui faisaient office de diplomates à l'époque, souvent des aristocrates bien évidemment et des clercs, qui ont assuré les diplomaties officielles et les diplomaties parallèles avec le fameux secret du roi. On verra d'autres éléments. Une exposition riche de pièces rares, telles que cette machine de cryptage Enigma de la marine allemande. Turing, un mathématicien bien connu et que certains considèrent comme le père de l'informatique, eh bien, il a réussi à automatiser le décryptement de cette machine. Et vous savez certainement qu'avoir cassé le chiffre allemand a permis de réduire la durée de la guerre de 2 années. Durant la Seconde Guerre mondiale, une autre machine de cryptage fait son apparition côté américain, du nom de Cixali. Les laboratoires américains de la société de télécommunications Bell avaient pour mission de créer une machine pour crypter les communications de manière inviolable. Ils y sont parvenus en 1942 en utilisant les principes de l'analyse et de la synthèse du langage mis au point par Homer Dudley en 1928. Cela a été le début de la compression de la parole et des signaux. Cette photo montre cette énorme machine qui pesait environ 50 tonnes et occupait 230 mètres carrés.
Il fallait 15 personnes pour faire fonctionner cette machine d'une puissance de 30 kW. Et que serait le secret d'État sans des espions chargés de le détourner ? Georges Pack est l'un d'eux. Ce haut fonctionnaire français a été condamné en 1963 après avoir collaboré pendant 20 ans avec les services soviétiques. Vous avez dans la vitrine et plus bas les documents relatifs à l'instruction de l'affaire devant la Cour de sûreté de l'État, puis à toute une série de péripéties juridiques en vue de réintégrer ses droits dans l'année 70. Donc vous avez là une affaire qui montre les représentations, la fiction que va essayer d'en tirer Georges Pack, une photo volée et en même temps la répression par l'État lorsque l'un de ceux qui est chargé de conserver ces secrets de l'État franchit la limite et transgresse ce secret de l'État. L'affaire Georges Pack a été un des grands succès de la DST pour un agent soviétique de haut vol. Et puis, secret ultime de l'État, l'exposition invite à une immersion dans le sous-marin nucléaire Le Redoutable, lanceur d'ogives mis à l'eau en 1967. Grand écran et éco-sonar restituent l'ambiance des lieux. Autant de secrets et bien d'autres encore à découvrir jusqu'au 28 février.